tous et à tous. Bienvenue à la 5e séance et sans doute la dernière séance virtuelle du Conseil. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Il y a plusieurs conseillers d'ailleurs qui ont fait le tour du Québec à vélo, en voiture et qui sont de retour pour cette séance. Donc, vous avez remarqué, on est en séance virtuelle encore ce mois-ci. La raison est bien simple, c'est que présentement, on est dans la salle, dans le pavillon Jordi Bonnet. Et bien, dans ce pavillon-là, c'est là que se retrouvent les camps de jour. Donc, on ne peut pas tenir la séance en même temps. Et c'est bien sûr le dernier mois pour les camps de jour. Fait que c'est tout simplement une question de logistique. Puis la prochaine séance, ça devrait être accessible au public. Il va y avoir des mesures d'hygiène et de distanciation qui vont être offertes. Donc, pour ce soir, c'est le même fonctionnement que celui des dernières séances. Il y aura 2 périodes de questions, une au début, une à la fin. Seuls les résidents peuvent poser des questions. Toutes les questions devraient être posées via le système indiqué sur le site web et c'est le modérateur qui les lira. Une très courte introduction à la question sera acceptée et les préambules trop longs seront pas lus. La première période de questions sera réservée aux points inscrits à l'ordre du jour. Les autres questions seront lues lors de la deuxième période de questions. La durée des périodes sera limitée. Pour les votes, les membres du conseil, chacun devront voter à voix haute, et j'insiste à voix haute. Nous vous verrons ici via l'application Zoom. Et si vous avez des questions ou souhaitez demander le vote, mentionnez-le également à voix haute. Avant de commencer, j'ai quelques petits points. Donc, j'ai un petit suivi concernant le COVID. Donc, vous avez sans doute entendu parler qu'on a eu 2 cas confirmés positifs au mois de juillet dans les camps de jour de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Il s'agit de 2 enfants d'une même famille qui avaient contracté le virus à l'extérieur du camp de jour. Dès qu'ils ont été mis au courant, les responsables des camps de jour étaient en lien avec la santé publique et ont suivi à la lettre le protocole. Depuis le début, la ville a agi avec beaucoup de prudence. C'est pourquoi elle a même retiré 4 animateurs concernés, même si la santé publique ne l'avait pas recommandé, puisque les risques étaient considérés comme faibles. La situation a été rapidement sous contrôle et aucun autre cas positif n'a depuis été déclaré. Les équipes de la ville suivent la situation de près et je tiens d'ailleurs, en mon nom ainsi qu'à celui des conseillers, à les remercier pour leur excellent travail et leur vigilance. Merci aux équipes des camps de jour. Merci aux équipes d'entretien qui redoublent d'efforts pour s'assurer que les lieux soient les plus propres et les plus sains possibles pour diminuer au maximum les risques liés au COVID-19. À ce sujet, j'aimerais aussi rappeler que l'hôtel de ville est réouverte au public, mais avec un horaire restreint et privilégiant la prise de rendez-vous, et ce pour minimiser les risques également. Nos équipes continuent de vous offrir nos services en ligne. Vous trouverez tous les détails sur le site web et sur la page Facebook de la ville. Petit point travaux, qui dit été dit travaux publics, que ce soit en infrastructure. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu sur notre page Facebook, mais il y a des modifications qui ont été apportées au coin des Patriotes et la rue Sainte-Anne. Il s'agit de créer un passage piétonnier pour faciliter l'accès au quai. Les travaux sont pratiquement terminés. En fait, pour résumer les travaux, ça visait d'élargir les trottoirs, d'installer des panneaux, effectuer du marquage au sol et aménager un stationnement en parallèle au lieu du stationnement en peigne, qui était très dangereux quand on voulait se reculer sur le chemin des Patriotes. Donc, voilà pour ça. Vous pouvez suivre l'évolution des travaux sur le site Internet de la Ville ou sur la page Facebook. Après ça, il y a eu des travaux aussi en transport actif. On a eu une très bonne nouvelle d'ailleurs. On a eu une subvention de 115 000 $ par le programme de subvention Transport actif périmètre urbain, entre parenthèses le TAPU. Et ça va permettre de créer une piste multifonctionnelle passant de la rue Saint-Exupéry et jusqu'à la rue Janotte pour pouvoir faciliter les transports actifs du quartier qui est du côté du Golfe vers l'école Paul-Émile Bordua, alias géographiquement l'école située à la gare. Donc voilà. Les travaux, d'ailleurs, y ont débuté et seront complétés à temps pour la rentrée scolaire de septembre.
Ce projet d'aménagement fait partie de la liste des 6 projets mis en branle par la ville de Mont-Saint-Hilaire pour encourager la mobilité active sur son territoire. Rappelons que le projet prend forme près de l'école et qui vise à améliorer, bien sûr, la sécurité des élèves. Un autre petit des travaux d'asphaltage du MTQ. Depuis aujourd'hui, il y a eu des travaux d'asphaltage sur 2 sections de la route 229, alias le chemin Benoît, située de part et d'autre de la 116. Donc, les travaux, ça a été fait par le MTQ et le ministère y en profitera également pour ajouter un accotement d'une largeur de 1 mètre de chaque côté pour remplacer un ponceau situé sur Grande Allée. Les travaux, ils vont se poursuivre jusqu'en septembre. Une bonne nouvelle, les marchés publics qui continuent. La semaine dernière, ça a été annulé à cause des fortes pluies. Par ailleurs, peut-être un petit rappel pour les gens qui sont intéressés au marché public de regarder le site web ou la page Facebook de la ville avant de s'y déplacer. Ça arrive à chaque été là, que 2 ou 3 marchés publics sont déplacés, du moins, dû à la température. Bonne nouvelle, on a nul autre que 500 personnes qui s'y déplacent chaque semaine. Il y a plusieurs mesures d'hygiène, d'ailleurs, sur place, ce qui est très bien. En fait, dans toute cette mouvance-là, même mondiale, du retour au local, à encourager nos producteurs locaux, et Dieu sait que c'est important, tant au point de vue économique, écologique et social. Récupération du verre, je ne sais pas si les gens l'ont vu, à peu près vers la mi-juillet, il y a eu une annonce faite de la MRC. En fait, c'est depuis le 31 juillet, concernant la récupération du verre, les fameux containers. Et bien, depuis le 31 juillet, il y a un container qui est disponible au stationnement arrière du centre aquatique de la ville. Vous pouvez apporter vos bouteilles de vin, vin et spiritueux. Donc, bien sûr, les bocaux et même les contenants de verre qu'on peut mettre dans le container. Interdiction d'arrosage, vous vous rappelez, lors de la dernière séance, le Conseil a engagé une ressource pour rappeler justement l'importance et donner des étiquettes à ceux qui abusent de l'eau potable. Donc, on ne le rappellera jamais assez, l'importance de la préservation de l'eau. Petite statistique, on est la seule ville de toute la MRC à avoir dépassé notre débit journalier d'eau potable qui se situe à 16 223 mètres cubes. 1 mètre cube, c'est 1000 litres, donc c'est en millions de litres que nous avons utilisés en une seule journée, la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, bien sûr, il y a des règles qu'on retrouve dans la réglementation de la ville. Puis ces règles-là, aujourd'hui, ça prend effet le contrat octroyé à la firme responsable de cette surveillance et l'émission des contrats. Au cours des dernières semaines, des officiers de la ville ont émis des constats d'infraction et à partir d'aujourd'hui, il y aura présence accrue d'inspecteurs. Inscrivez-vous à nos alertes, textos et appels pour rester à l'affût des interdictions et des urgences. Trouvez facilement sur notre site web quand il est interdit d'arroser. Voilà qui est pour mes petits points à l'ordre du jour. Ah, peut-être un petit point popcorn, petite nouvelle qu'on a apprise la semaine dernière. Il y a la carpe asiatique qu'on retrouve désormais dans le Richelieu. Du moins, elle aurait été retrouvée dans le bassin Chambly. Qu'est-ce que ça mange, ça, la carpe asiatique en hiver? C'est une espèce exotique envahissante. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle scrape carrément tout l'écosystème. On sait que nous autres, dans notre Richelieu, on retrouve des espèces menacées. Et il y a plusieurs hypothèses présentement que peut-être qu'elle était dans les Grands Lacs, elle aurait remonté le Richelieu. Il y a déjà une présence accrue du ministère. On sait que c'est très, très, très dangereux pour l'écosystème. Et si vous connaissez des pêcheurs, peut-être à les aviser que s'ils pêchent ce type de poisson-là, premièrement, de ne pas le remettre à l'eau et d'en aviser les autorités, le ministère de la Faune et de la Flore, le plus rapidement possible. C'est quand même un problème assez grave au point de vue écosystémique. Voilà qui est pour les points que j'avais à dire. Est-ce qu'on commence avec l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des points à retirer, Daniel? Il y a le point, je crois, numéro 6 à retirer.
qui est embauche au poste de contremaître. Oui, exactement. Peut peut-être nous confirmer. Oui, c'est le point 6 pour l'embauche d'un contremaître de relève au service des travaux publics qui doit être retiré de l'ordre du jour. Excellent, c'est noté. Est-ce que j'ai besoin dans ces cas-ci, Anne-Marie, d'un appuyeur ou c'est correct comme ça? Je propose l'adoption, non? Ça prend un proposeur et un appuyeur. OK, donc Louis propose, ça me prend un appuyeur. J'appuie Jean-Pierre. Jean-Pierre appuie. Est-ce que c'est tout? Oui. Excellent. Ben, sans plus tarder, ben allons avec les questions de l'assistance. Daniel Éric va nous les lire. Après vous. Alors, bonsoir à tous. Alors, je vais faire la lecture de quelques questions. Alors, j'ai pour le moment 4 questions. Alors, je vais alterner puisqu'il y a 3 questions qui sont du même utilisateur. Donc, je vais laisser la chance et je vais alterner. Alors, première question de M. Pierre No. Qui est le contracteur qui a eu le contrat de réfection des rues Robinson et Montclair dans la Pommeraye? Je n'ai pas la réponse à votre question, M. No, mais j'ai une bonne nouvelle que peut-être je peux vous dire immédiatement. On sait que les remblais vont être déplacés tout simplement dans les prochaines semaines. Mais peut-être pour la réponse à votre question, peut-être Daniel aurait plus d'informations sur le contracteur. Alors oui, l'entrepreneur qui a les travaux est Pavage Masca et son sous-traitant pour le gazon est l'entreprise Gertin. Donc, c'est les contractants. Puis j'ai d'autres questions de M. No que je pourrais poser. Puis, oui, allez-y, allez-y. Alors, toujours dans la même ordre d'idée, est-ce que la Ville, lorsqu'elle octroie un contrat avec un soumissionnaire, a des clauses environnementales préétablies que les soumissionnaires doivent respecter? Si oui, est-ce que la Ville fait un suivi pour s'assurer que les termes du contrat sont respectés, surtout au niveau environnemental? Quels sont les règlements municipaux en ce qui concerne les remblais et leur contenu? On a un règlement d'ailleurs sur les remblais. Dans ce cas-ci, ça ne s'appliquait pas. Si vous avez des suggestions de conditions qui permettraient d'avoir un règlement plus étoffé pour le point de vue environnemental, ben, n'hésitez pas à nous le remarquer ou nous l'écrire. Je sais qu'il y a déjà le ministère, avec le règlement sur la gestion des sols, il y a des règlements là-dessus. Donc, c'est principalement le provincial qui gère la gestion des sols avec leur qualité et leur quantité. Peut-être que plus en détail sur notre réglementation actuelle, peut-être Daniel Éric aurait peut-être plus d'informations. Oui, Daniel? Alors, oui, je vais peut-être établir quelques petits détails additionnels, si vous permettez, donc pour M. No. Je vais y aller par question. La question a quelques sous-questions. Est-ce que la Ville, lorsqu'elle octroie un contrat à un soumissionnaire, a des clauses environnementales? Oui, bien sûr. Et dans le cas présent, un suivi devait être fait aussi sur les sols et le citoyen devait signer un formulaire qui devait être transmis au contracteur, au fournisseur et transmis à la Ville par la suite. Ce qui n'a pas été fait. Donc, pour se conformer au devis qui inclut des clauses environnementales, l'État seront donc relocalisés à un endroit autorisé et conforme à la réglementation telle que le devis le prévoyait. Donc, nos devis prévoient des clauses environnementales en tout temps. Est-ce que la Ville fait un suivi? Ben oui, bien sûr, il y a un suivi qui est fait. Dès qu'on a reçu l'appel que l'état de terre n'était pas déplacé au bon endroit, immédiatement, les chargés de projet au niveau du génie et aussi au niveau du SAT de l'environnement se sont déplacés. Les travaux publics ont aussi confirmé. Et je pense qu'il y a eu une escalade là, des mesures qui ont été prises qui nous amènent donc à régler le problème actuellement. Quels sont les règlements municipaux en ce qui concerne les remblais et leur contenu? Alors, bien sûr, sur tout ce qui est, je pense que M. Gilbert précisait, tout ce qui est terre contaminée, répertoriée est régi par des règles gouvernementales provinciales et on s'assure de collaborer et de voir à l'application des registres sur ça. Maintenant, pour les règlements actuels, tout remblai de moins de 20 cm sur un terrain en périmètre urbain, en zone blanche, n'est pas régi par une demande de permis et de certificat. Bien sûr, à chaque fois qu'un citoyen fait du remblai, s'il y a un suivi, une demande, une plainte, les normes lui sont transmises immédiatement
Et si le citoyen prend note de ce qui lui est exigé et qu'il ne fait pas ce qui est demandé au niveau des permis et certificats, malheureusement, l'émission de constat pourrait avoir lieu avec ça pour le suivi du dossier. Mais dans le cas présent, nous n'en sommes pas à ce point. Excellent. Merci pour la réponse. Merci pour la question aussi. D'ailleurs, petit point pour les conseillers. N'hésitez pas si vous voulez intervenir pour répondre aux questions. N'hésitez pas si vous avez des informations supplémentaires, etc. Ou un avis, ou peu importe. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Daniel? Oui, je vais continuer parce que c'est sur le même sujet de M. Pierre-Arnaud. Si nous nous fions à la catastrophe écologique du remblayage du terrain de l'ancien verger situé juste en face du Space Trompa sur le chemin de la montagne, avec des résidus de réfection du chemin de la montagne il y a plus de 25 ans, ne serait-il pas prioritaire pour la Ville de s'assurer que ceci ne se répète pas ailleurs, surtout que la Ville veut préconiser, la question a changé de place, préconiser de devenir ville nourricière? Intéressant comme question. Moi, ce serait intéressante proposition aussi. Je serais du genre à prendre peut-être en délibéré, en plénier cette opinion-là, puis peut-être voir au niveau réglementaire avec notre service qu'est-ce qu'il est possible de faire pour mieux l'encadrer. S'il y a des clauses qu'on peut faire ajouter dans nos contrats, sûrement. Donc, ça serait à voir. Peut-être qu'on pourrait le mettre dans notre poche en arrière et vous revenir dans les prochains mois avec une réponse peut-être plus exhaustive. Je ne sais pas qu'est-ce que les conseillers en pensent. Peut-être qu'on pourrait voir ça en plénier. Je suis d'avis. Je suis correct. Pour moi, c'est excellent. Je suis d'accord avec toi, Émile. Ouais. Moi aussi. D'accord. Excellent. Fait qu'on va vous revenir avec en délibéré avec une décision et une réponse peut-être plus exhaustive. On n'a pas tous les données, les informations avec nous présentement. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, Monsieur le Directeur général? Bien sûr. Une question de Monsieur Jean-Yves Héroux. Lors de la dernière séance du Conseil, j'avais compris que l'adoption du règlement 1296 sur la garde des poules ferait l'objet d'une consultation en septembre. Je ne comprends pas son adoption ce soir. De mémoire, c'était bel et bien pour le jardin de façade qui avait la consultation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont en mémoire la dernière séance? Moi, de mémoire, j'avais ça. C'est exactement ça, M. Grenon. Dans le fond, il y a quelques règlements qui ont été adoptés. Les règlements sur les poules est à même titre que le règlement sur les chiens, les chats, ces choses-là. C'est des règlements qui sont administratifs, qui ne sont pas d'ordre zonage, qui n'incluent pas des mesures, des distances, des grandeurs. Ce sont des règlements permissifs, donc administratifs, donc qui seront adoptés sans consultation. Le règlement sur les jardins en façade, eux, seront en consultation dès septembre, dans les semaines qui suivront le début du mois de septembre, puisque c'est un règlement qui affecte le règlement de zonage. Et pour modifier le règlement de zonage, il doit y avoir une consultation. Excellent. Je crois que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Daniel-Éric? Oui. Une question de M. Jacques Morneau. Afin d'accroître la participation des citoyens au conseil municipal d'une façon plus informée, est-il possible de rajouter à l'ordre du jour des réunions du conseil, des liens électroniques, des documents en relation avec chaque point à l'ordre du jour? Ainsi, les citoyens auraient l'info pertinente reliée à l'ordre du jour quelques jours avant la réunion du conseil, comme tel ce qui aiderait à pouvoir poser des questions sur les points de l'ordre du jour ayant eu l'opportunité de lire l'information pertinente des sujets discutés. Peut-être j'ai mal compris la question, mais est-ce que c'est déjà le cas, Anne-Marie? Est-ce que l'ordre du jour, quand c'est publié le vendredi, c'est accessible à tout le monde, je crois, sur le site Internet de la Ville? L'ordre du jour est accessible, mais pas les documents qui sont soumis au Conseil, étant donné que la décision n'est pas prise encore au moment où le Conseil l'étudie en séance publique. Mais l'ordre du jour est public et les projets de règlement qui sont soumis à l'approbation sont donnés, ainsi que les procès-verbaux des différents comités. Est-ce que c'est dans la réglementation, cela, de ne pas pouvoir, mettons, émettre certains documents, ou c'est vraiment le jour même, c'est comme ça que la loi est faite? En fait, c'est que le Conseil, il y a des documents là-dedans que le Conseil a qui ne sont pas de nature publique non plus, là.
Ça a toujours été la position prise du Conseil depuis toujours. Si vous voulez en discuter, vous pourrez en discuter, mais on ne pourra pas donner les informations qui ne sont pas de nature publique. C'est des documents administratifs qui servent, qui sont de nature confidentielle la plupart du temps à la prise de décision. OK. Je crois que Monsieur le directeur général veut rajouter quelque chose. Oui, je pense que c'est important aussi de comprendre qu'on a une réunion plénière juste avant la réunion du Conseil. Vous voyez, ce soir, on a retiré un point à l'ordre du jour. Donc, ça ne serait pas possible pour un Conseil de publier des documents avant la prise de décision du Conseil d'adopter ou non le point à l'ordre du jour. Donc, les documents qui sont publics, qui sont mis à l'ordre du jour, ce sont tout justement les projets de règlement, les documents à étudier, à regarder, qui sont en projet d'adoption et qui seront déposés donc de nature publique. Mais tous les autres documents ne peuvent pas être mis tant que le Conseil n'a pas pris la décision d'adopter l'ordre du jour et donc devenir public à ce moment-là lorsque vous en prendrez la décision par le vote. Peut-être qu'est-ce que je relance la balle peut-être à M. Morneau, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est quel type de document qu'il croit qu'il serait pertinent de rendre public pour l'ensemble des citoyens côté transparence. Puis, suite peut-être à votre message, on pourrait en parler un bref moment en plénier pour voir qu'est-ce qui serait possible de faire. Voilà ma proposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'ordre du jour, Monsieur le directeur général? Toujours une question de M. Jacques Morneau. Est-ce que le comité pour développer le plan des pistes cyclables a été formé? Si oui, est-ce que les citoyens peuvent faire partie de ce comité? Si oui, comment peut-on devenir membre de ce comité? Le comité, en fait, l'idée de créer le plan directeur, c'est un plan directeur présentement qui a été budgété pour 2020 par le conseil de ville. Le plan directeur, qu'est-ce que c'est que ça mange en hiver? C'est un organisme privé avec l'administration qui peaufine avec des données, avec des études aussi scientifiques, puis les projections aussi des rues à faire durant les 20 prochaines années. Quels endroits seraient à prioriser pour le développement cyclable. Ça, c'est venu du comité Saines habitudes de vie qui fait déjà des recommandations. Si vous êtes intéressé par le comité des saines habitudes de vie, d'ailleurs, on demande, je pense qu'on est en recrutement, il nous manque 1 ou 2 membres. Voilà, peut-être le directeur général aurait peut-être plus d'informations aussi. Oui, M. Morneau, je vous invite à visiter aussi notre page Facebook ou notre site Internet. Il y a des parutions quand il y a des comités, des membres recherchés sur lesquels c'est publié. Et je tiens à préciser, bien sûr, que la situation, même si c'était budgété en 2020, la situation de la COVID a reporté les rencontres, les comités, les réunions, un peu comme partout au Québec dans plusieurs dossiers. Donc, à ce moment-ci, je ne peux pas préciser quelles seront les étapes du comité à suivre d'ici la fin 2020, mais c'est un dossier qui va quand même suivre son cours, là, mais en phase COVID. Merci pour l'ajout. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres questions par hasard? Oui, une question toujours de M. Jacques Morneau. Est-il possible de publier les documents qui sont publics, qui sont reliés à l'ordre du jour, comme les comptes rendus des comités et d'autres documents publics? Ben, c'est super. Je pense que vous avez été rapide sur la gâchette. On ne vous demandait pas d'écrire aussi rapidement, mais on en prend bonne note, on la met dans notre poche en arrière et les conseillers, là, on se fait un devoir d'en parler en plénier pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Excellent. Y a-t-il d'autres questions? Oui, une question de M. Pierre No. À la dernière séance du Conseil, vous aviez discuté de mesures de sécurité à prendre sur la rue Saint-Georges. Pourquoi? Quelles sont-elles? Les mesures de sécurité, ça, de mémoire, Sylvain, c'était le comité consultatif d'urbanisme qui avait postulé ça, qui avait recommandé ça au Conseil. C'est que il y a beaucoup de passages de cyclistes et de piétons qui vont rejoindre l'axe cyclable qui part de l'hôtel de ville jusqu'à la gare, sachant qu'il y a bien sûr beaucoup de trafic à cet endroit-là, tant piétons, cyclistes et véhicules. Il avait été demandé au CCU de mettre des mesures de mitigation. Je ne sais pas si ça a été fait. Je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Je sais qu'on avait budgété même de refaire l'intersection entre la 116 et Saint-Georges. Ça non plus, je n'ai pas d'informations. Peut-être la direction générale aurait plus d'infos.
Alors, oui, je pourrais préciser, si vous me permettez, M. Gilbert, des travaux, il y a certains travaux qui vont être faits, qui sont subventionnés. Là, il y a beaucoup de vélos qui traversent et il doit y avoir des aménagements aussi pour la traverse de vélos. Donc, c'est des travaux qui, peu importe que la rue Saint-Georges reste comme elle est en ce moment ou qu'il y ait des modifications dans le futur, que le MTQ fasse certains travaux par des modifications qu'ils veulent faire à l'intersection là, pour les traverses, les demandes de lumière et tout ça. Les travaux devront être faits pour la sécurité actuelle des vélos, subventionnés tel que prévu, et ça nuira pas à absolument rien. C'est vraiment indépendant de tout ce qui peut se passer de la rue Saint-Georges. C'est vraiment des travaux qui ont été autorisés dans le but d'assurer la sécurité et la traverse des vélos à court terme, là, puis de voir ce qui pourrait être fait par la suite. En espérant que ça a répondu à votre question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? C'est tout pour ce soir, pour le moment. On pourra passer à la deuxième période de questions plus tard. Super. Donc, les gens qui sont à la télévision présentement, si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller les écrire sur le site web et à la fin de la séance, nous pourrons y répondre. Alors, sans plus tarder, commençons avec l'ordre du jour. Commençons avec le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2020. J'ai-tu besoin d'un proposeur appuyant pour ça? Oui. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie. Ensuite, les bordereaux et des comptes à payer 2020-08-A-B-C-D et le rapport des dépenses autorisées. Ça me prend un proposeur. Je propose. Donc, Brigitte et Louis. Excellent. Ensuite, rapport des ressources humaines, Madame Minier. Alors, je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2020-08, préparé par M. Jean-Raphaël Laberge Desjardins, conseiller en ressources humaines au service des ressources humaines en date du 29 juillet 2020, pour la période du 3 au 27 juillet 2020, soit et est approuvé par ce conseil. Merci, ça me prend J'appuie. un appuyeur. Donc, Sylvain appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien sûr. Oh, j'aime ça, les bien sûr. Félicitations. Louis, tu es d'accord? Oui. Oui. Ensuite, le point numéro 7, nomination du maire suppléant pour le prochain terme. Monsieur Brou. Attends une minute. Attendez une minute. Bon. Je propose que M. le conseiller Louis Turner soit nommé maire suppléant pour la période du 20 août au 19 novembre 2020. On prend un appui. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ben oui. Excellent. Louis aussi est d'accord. Juste la façon de prononcer mon nom, peut-être pas, là, mais... Monsieur Tourner. Oui. Oh, j'ai peut-être accroché dans ma langue. Ça peut être. La langue de Jean-Pierre Brault. La langue de Brault. La langue de Brault. Allons-y avec le point numéro 8, Madame Minier. Alors, je propose que ce conseil approuve le bail de location à intervenir entre la ville de Mont-Saint-Hilaire et l'organisme d'économie sociale Mission Diversité concernant l'immeuble ci au 1157 chemin Rouillard à Mont-Saint-Hilaire, rétroactivement pour la période du 2 avril 2020 au 1er avril 2021, lequel bail est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint sont autorisés à signer le ledit bail de location. J'appuie. Monsieur Brault appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Excellent. Petit point, le point numéro 8, c'est vraiment de l'économie sociale à son meilleur. Tout le monde connaît la VRDI, c'est un organisme qui s'occupe activer ou créer des activités et des opportunités pour les personnes autistes. Et c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, la ville, on a acquis un terrain dans le quartier industriel et il y avait une maison sur ce terrain-là, la maison Beauregard, communément appelée. Et sachant que la ville ne faisait rien avec cette maison-là, ben, il y a eu un get-together entre l'organisme la VRDI et la municipalité pour offrir cette possibilité-là d'économie sociale avec la VRDI qui vont s'occuper de transformer, de créer aussi
générer de l'économie en fabriquant des choses, des jouets, etc., avec les personnes autistes. Donc, bravo aux personnes impliquées dans ce dossier-là. C'est un super beau projet. Sans plus tarder, le point numéro 9, proclamation des Journées de la culture. Madame Minier. Alors, je propose que ce Conseil, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame Journée de la culture la période du 25 septembre jusqu'au 25 octobre 2020, dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture. Un appuyant. J'appuie. Ouais. Monsieur Hull appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. Le point numéro 10, Monsieur Brault, le mandat au greffier adjoint. Je propose que ce conseil mandate M. Michel Poirier, greffier adjoint, afin d'agir à titre de représentant de la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans la cause portant le numéro 750-32-701-080-205, déposé à la Cour du Québec, division des petites créances contre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, relativement à la propriété sise au 1104 chemin de la Montagne. Ça me prend un appuyeur. J'appuie. Monsieur Tourner appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez les conseillers, là, si vous voulez ajouter une petite touche personnelle à vos points, n'hésitez pas à prendre la parole après. Allons-y avec le point numéro 11, Monsieur Brault, toujours. Je propose que ce conseil mandate M. Michel Poirier, greffier adjoint, afin d'agir à titre de représentant de la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans la cause portant le numéro 750-32, 7-701-084-207, déposé à la Cour du Québec, division des petites créances contre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, relativement à la propriété sise au 383-389 rue du Golfe. J'appuie. Excellent. Monsieur Tourner appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Oui. Le point numéro 12, suspension des placements publicitaires, Monsieur Tourner. Considérant que ce conseil se préoccupe du manque d'encadrement du réseau social Facebook envers les fausses nouvelles ainsi que les messages haineux, discriminatoires et racistes en tout genre qui circulent sur les différentes plateformes, en conséquence, je propose que ce conseil interrompe tous ses placements publicitaires sur la plateforme Facebook, et ce jusqu'à nouvel ordre, en se joignant ainsi au mouvement de boycottage mondial visant à réclamer un contrôle plus sévère des contenus racistes et haineux, et ainsi démontrer l'importance que la Ville de Mont-Saint-Hilaire accorde à la lutte contre le racisme en tout genre, ainsi qu'à l'accès à une information juste et de qualité. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, monsieur. J'aimerais aussi rajouter qu'il y a un autre élément qui n'est pas mentionné dans les considérations, là, c'est que l'argent qui va vers la publicité Facebook, c'est de l'argent qui va vers les GAFA. Puis ça ne se trouve pas, cet argent-là ne se trouve pas sur les médias locaux qui nous rendent un grand service et il en souffre beaucoup. Donc, je voulais aussi souligner qu'il faut les aider puis arrêter d'envoyer notre argent à l'étranger. Merci pour ce grain de sel. Le point numéro 13, plan d'action pour la mise en œuvre de la politique de développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Sylvain. Monsieur Hull, excusez. Je propose que ce Conseil adopte le plan d'action 2020-2022 pour la mise en œuvre de la politique de développement durable 2020-2025 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. J'appuie. Qui a appuyé, excusez? C'est Jean-Pierre. Oui, c'est ça. Jean-Pierre Brault. Monsieur Brault appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. Le point numéro 14, demande d'autorisation à la commission, à la CPTAQ plutôt. Monsieur Hull. Je propose que ce Conseil appuie la demande de la demanderesse afin d'obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une autorisation visant à permettre l'utilisation d'une partie du lot 2 484 072 au cadastre du Québec situé au 799 chemin de la Montagne à des fins autres que l'agriculture. J'appuie. Madame Minier appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent.
Maintenant, le point numéro 15, M. Bourreau, délégation de pouvoir de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour un appel d'offres avec la Ville d'Ottoman Park. C'est ça, c'est concernant la gestion des débordements. Considérant que la loi des cités et villes permet aux villes de conclure une entente intermunicipale afin de procéder à une demande commune de soumission publique pour l'adjudication d'un contrat de fourniture de services. Considérant que les villes de Mont-Saint-Hilaire et d'Ottoman Park désirent conclure une telle entente, effectuer un appel d'offres commun. Considérant que dans le cadre de cet appel d'offres, la ville d'Ottoman Park délègue la ville de Mont-Saint-Hilaire les pouvoirs pour préparer et lancer l'appel d'offres public et que le règlement de gestion contractuelle de la ville de Mont-Saint-Hilaire s'appliquera pour cet appel d'offres. Considérant que le directeur d'ingénierie, M. Jean Lancelot, recommande de participer à un tel appel d'offres commun tel que décrit dans son rapport du 23 juillet 2020, je propose que ce conseil autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier suppléant à signer pour ou au nom de la ville de Mont-Saint-Hilaire une entente relative à un appel d'offres commun concernant des services professionnels pour des plans de gestion des départements à intervenir entre les villes de Mont-Saint-Hilaire et Ottoman Park. Entente dont le projet est joint à l'annexe A. Que la ville agisse comme municipalité délégataire, conformément à la loi des cités et villes, afin de procéder à une demande commune de soumission publique pour l'octroi du contrat de service professionnel. Que M. Jean Lancelot, directeur des services de l'ingénierie, agisse à titre de mandataire en ce qui concerne le dit dossier. Que l'acceptation de la soumission de la ville de Mont-Saint-Hilaire lie envers l'adjudicataire, la ville d'Ottoman Park, qui a pris part à la demande commune des soumissions publiques. Ça me prend un appuyeur. J'appuie. Monsieur Tourner appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Et on irait tout de suite avec le point numéro 16. Monsieur Hull, il s'agit du comité d'environnement. Je propose que ce conseil accuse réception des comptes rendus des réunions ordinaires du 3 juin et du 8 juillet 2020 du comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la ville de Mont-Saint-Hilaire. J'appuie. Madame Migny appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Oui. Petit point concernant ce compte rendu-ci. Il y a une des recommandations qui répond aux demandes des élèves de l'école Paul-Émile Bordua, qui, on se rappelle, l'automne passé, avait fait une marche dans le cadre de la marche pour la Terre jusqu'à l'hôtel de ville et nous ont demandé, nous, au conseil de ville, des actions à entreprendre pour leur école et pour leur milieu, pour leur quartier. Il y en a quelques-unes, ça ne touchait pas la municipalité, mais grosso modo, on répond à la majorité des demandes. Donc, ceci va être fait dans les prochains mois. Voilà. Si ça vous va, on irait avec le point numéro 17, compte rendu sur le comité de circulation. Monsieur Brault. C'est bien, Claudio. Je propose que ce conseil accuse réception du compte rendu de la réunion ordinaire du 10 juin 2020 du comité de circulation et de la sécurité de la ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve les recommandations suivant de 2020-026R à 2020-036R. Ça me prend un appui. Madame Migny appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'aimerais rajouter des petits éclaircissements sur certains. Oui. On a approuvé la réduction de la vitesse sur le rang des étangs de passant de 70 à 50 km/h. Avec une entente avec la municipalité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. On va appliquer les non-stationnements sur la rivière. Et puis, il va pouvoir avoir des vignettes pour les citoyens de cette rue. C'est tout. Merci pour l'ajout. Très apprécié. On irait tout de suite avec le point numéro 18 sur le procès-verbal du CCU. Monsieur Hull. Je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 juillet 2020 du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. J'appuie.
Madame Migny appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Oui. Excellent. Donc, le point numéro 19, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, M. Hull. Je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations suivantes. Point CCU 2007-2804 à CCU 2007-2834, à l'exception du dossier CCU 2007-2819, qui fait partie d'une autre résolution. Les dossiers de ce mois-ci, pour information, sont majoritairement des dossiers de rénovation extérieure et d'agrandissement de résidences, ainsi que quelques constructions. Toutefois, j'aimerais apporter à votre attention les dossiers CCU 2007-2833 pour l'approbation des matériaux et des plans de paysagement de l'édifice habitant le futur IGA sur le boulevard Sir Wilfrid Laurier. Également, le CCU 2007-2834 pour des modifications à la cour d'école au fil de l'eau. Ces deux points seront développés un peu plus en détail là, dans un autre point. Un peu plus tard, ouais. Oui. D'ailleurs, on essaie quelque chose de nouveau aujourd'hui là, par souci de transparence, encore une fois. Les sujets peut-être qui sont un peu plus chauds, qui ont une saveur un peu plus commerciale, on va vous présenter les plans du CCU. Donc, monsieur le directeur général, je ne sais pas si vous êtes prêt à faire une petite présentation rapide des plans concernant le IGA, et aussi le terrain à côté de l'école Hertel, qui avait été un sujet chaud, et terrasse dans la gare. Moi, je ne les ai pas devant l'écran, donc je ne sais pas comment on s'y prend. Essayez de partager mon écran, ça fonctionne. On ne vous entend pas, M. Saint-Onge. Oui, enlevez le mute. Mais on voit bien la présentation. Voilà, je pense que vous allez mieux m'entendre maintenant aussi. Alors, je suis désolé pour les citoyens, je vais devoir regarder la présentation. Je ne m'adresserai pas à la caméra en même temps, mais ça va être plus simple pour moi. Alors, au niveau du plan d'implantation pour architectural, le PIA. Alors, vous avez ici un dossier, une situation. Je vais juste tasser la photo des conseillers, voilà. Alors, vous avez l'aménagement d'une terrasse commerciale sur le point, juste ici, de la femme et le boulanger. Donc, c'est un peu une bonne nouvelle pour les citoyens. Alors, dans les prochains jours et maximum prochaines semaines, je pense que je vais mettre un peu de pression à notre service de l'urbanisme dans les prochains jours afin d'accommoder aussi nos commerçants, restaurateurs et d'alléger avec la COVID et de permettre le plus rapidement les terrasses extérieures dans ce cas-ci. Un permis sera émis pour apporter un aménagement de terrasse à l'extérieur. Donc, les citoyens de la gare pourront s'asseoir à l'extérieur, respectant les règles de la COVID, pour pouvoir profiter du moment café. Vous avez aussi un PIA ici pour le futur site du IGA sur la 116. Alors, il manquait le plan architectural. Vous avez ici le plan architectural qui est vraiment l'architecte paysager tel que c'est apporté. Vous avez une image ici, juste en bas. Ce n'est pas la représentation parfaite de ce que vous avez qui a été autorisé ce soir, mais c'est une image visuelle qui peut vous représenter un aperçu. Je pense que ça avait été demandé par des citoyens qu'une image vaut 1000 mots. Donc, de mettre au moins une image qui démontre un peu l'aménagement des déploiements, des arbres à grand déploiement en façade, les bandes d'arbres sur les côtés et les matériaux de façade aussi qui seront projetés là, pour le IGA. Donc, ça, c'est pour ce dossier-là. Vous avez aussi sur la rue Sainte-Anne, avec l'école, la maison qui est juste ici, la maison jaune, qui a, comme M. Hull a expliqué, qui a un certain caractérisation patrimoniale. Donc, le projet de l'école est un plan d'aménagement d'ensemble autour de l'école. Donc, vous voyez sur la carte plusieurs chiffres d'espace qui seront réaménagés. Donc, on parle de parcs, espaces verts, aménagements qui seront aménagés avec tous les emplacements. Maintenant, je ne sais pas si vous avez précisé, M. Hull, je ne me rappelle pas, mais le projet inclut de démolir la résidence qui est ici sur le chiffre 2.
Maintenant, le CCU n'a pas à se prononcer sur la destruction ou non du bâtiment. Je pense que c'est important de préciser. C'est le comité patrimonial qui devra se prononcer dans les prochains jours, prochaines semaines sur le projet déposé. Alors, pour ce qui est, par exemple, des normes PIIA, alors le projet est conforme tel que présenté et la suite suivra. Mon prochain point est la dérogation mineure, donc je pense qu'on va attendre le point. Oui. Mais, Monsieur oui, j'ajouterais juste un point. Pour être capable de passer au comité de préservation du patrimoine, ça prend un projet approuvé par le CCU, approuvé par le Conseil de ville. Donc, c'est cette première étape-là qui est un intrant là, au processus là, d'approbation ou de démolition. Pardon, c'est un intrant au processus de démolition du bâtiment. Exactement. Merci pour la précision, M. Hull. Allons-y avec un refus. Donc, le point numéro 20. J'excuse, M. Renan-Gilbert, je n'ai pas d'appuyeur pour le CCU, pour les payants. Oh, pardonnez-moi, c'est en prendre un appuyeur. M. Tourner appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bien sûr, bien sûr. Le bien sûr à M. Beau. Donc, on irait avec le point numéro 20, M. Hull, un refus pour le PIA. Oui, je propose que ce conseil approuve la recommandation et refuse le plan d'implantation d'intégration architecturale pour le CCU de 20-07-28-19 pour le 132 rue Forbin-Janson. On a un appui. M. Tourner appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce qu'on pourrait aller tout de suite avec le point numéro 21? Demande de dérogation mineure, M. Hull. Oui, bien, je propose peut-être que M. Saint-Onge explique la dérogation avant. Ben, oui, effectivement. Allez-y, M. Saint-Onge. S'il y a des questions, on y répondra. Je vais vous organiser ça dans quelques petites secondes. Pas de problème. Alors, vous voyez bien la dérogation telle la présentation? Oui. Merci. Alors, il s'agit d'une dérogation mineure. Vous savez, je vais peut-être préciser, là, le Conseil a décidé de prendre les dérogations mineures seulement qui sont urgentes tant que les consultations publiques n'auront pas lieu. Comme cela cette résolution bloque la construction d'une résidence familiale si la dérogation n'est pas octroyée. Le Conseil a décidé donc de passer la dérogation mineure ce soir. Alors, il s'agit simplement, si vous regardez en bas en rose ici, là, il y a une distance, une dérogation de 1,10 m. Donc, c'est sur la rue de l'Ormeau. La marge avant devait être de 7,5 m, mais vu la forme un peu différente de la propriété, qui n'est pas un carré, si on veut, traditionnel, il y a donc une dérogation mineure de 1,10 m qui est proposée, tout simplement. Comment on s'y prend pour la suite? Est-ce qu'on attend de voir si on a des questions de l'audience? Puis, si oui, on y va ou sinon on revient? Ou... Pour l'instant, je n'ai aucune question qui est demandée. Dans ce cas-là, est-ce qu'on passe à un autre sujet, un autre point? Puis... Je peux aussi peut-être préciser, si vous permettez. Allez-y. Nous avons aussi mis à la disposition des citoyens par la vie publique un courriel de dérogation mineure où quiconque pouvait, jusqu'à le moment de la lecture de la résolution du Conseil, déposer toute observation, question. Et dans ce cas-là, pour la marge de 1,10 m, aucune question n'a été transmise au Conseil municipal suite aux avis publics et à la présentation. Et j'ai aucune question non plus présente sur le site, donc vous pourriez procéder à l'adoption. S'il y a une modification avant le vote, je vous ferai savoir. Excellent. Donc, on va de l'avant avec l'entérinage. Est-ce que, Sylvain, tu avais lu la résolution? Non, je vais le faire. Je propose que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété projetée sur le lot 4 914 102 au cadastre du Québec, qui portera le numéro d'immeuble situé au 651 rue de l'Ormauve. J'appuie. Oui. M. Tourner appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Je vais prendre maintenant le numéro 22, avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement concernant les animaux. Madame Migny. Alors,
Je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement relatif aux animaux en abrogeant le règlement numéro 809 et ses amendements. J'appuie. Excellent. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est juste un avis de présentation, il n'y a pas d'appuyeur. Ah oui, Oui, c'est c'est vrai. vrai. Merci, Mme Pierrard. Donc là, ça va être le bon moment, le prochain, le point 23. Oui, Madame c'est ça. Meunier, c'est à vous. Alors, je propose que le projet de règlement 1297, intitulé Règlement relatif aux animaux et abrogeant le règlement numéro 809 et ses amendements, soit et adopté par ce Conseil. Je vais appuyer, Mme Pierre. C'est le bon moment. Là. Félicitations, M. Brault. Excellent. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je veux juste dire que ce règlement, c'est un nouveau règlement interrégional, donc de la RISAVR, où on essaie d'uniformiser nos règlements, notamment sur les chiens, sur la réglementation des chiens. Vous savez qu'il y a une loi provinciale qui a passé. Donc, tous les propriétaires de chiens doivent se conformer à ce règlement-là, parce qu'en septembre, commencera les amendes. Alors, les chiens doivent être attachés. Moi, j'en vois encore beaucoup quand je me promène des chiens lâchés lousses pour qu'ils puissent courir, je comprends. Mais des chiens qui n'ont pas encore non plus le licou. Les laisses qui ne sont pas encore conformes non plus. Alors, prenez garde parce que les policiers seront présents pour émettre des contraventions pour l'application de ces règlements-là. Voilà. Excellent supplément. Merci beaucoup, Mme Meunier. Allons-y avec le point numéro 24, une adoption du règlement 1294. Monsieur Tourneur. Oui, c'est un règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour la réalisation de travaux de réhabilitation, conduite d'eau potable, parchemisage structurel de remplacement de conduite d'eau potable, de réfection de ponceaux et de bouclage du réseau d'aqueduc, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 3 061 000 $ nécessitant à cette fin l'adoption de résolution suivante. Considérant que le règlement numéro 1294 a été précédé d'un avis de présentation et de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 juillet 2020. Considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à la loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement, en conséquence, je propose que le règlement 1294, intitulé Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation de conduite d'eau potable, parchemisage structurel, de remplacement de conduite d'eau potable, de réfection de ponceaux et de bouclage du réseau d'aqueduc, de même que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 3 061 000 $ nécessaires à cette fin, soit et adopté par le Conseil. J'appuie. Monsieur Brault appuie. Merci beaucoup. Est-ce que On est tout le tous monde est d'accord? d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui, Oui. je suis d'accord. Excellent. Le point numéro 25, adoption du règlement numéro 1296 concernant la garde de poules. Monsieur Tourneur. Oui, considérant que le règlement numéro 1296 a été précédé d'un avis de présentation et de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 juillet 2020, considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à la loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement, je propose que le règlement numéro 1296, intitulé Règlement concernant la garde de poules, soit adopté par ce Conseil. J'appuie. Madame Meunier appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. Puis nous autres, les poules à Saint-Hilaire, c'est de la garde partagée parce que le point numéro 26, ça va être M. Hull qui va le faire, toujours concernant les poules. Allez-y, M. Hull. Je propose que ce conseil nomme les personnes ci-après énumérées à titre de fonctionnaires désignés chargés de l'administration et de l'application du règlement numéro 1296, intitulé Règlement concernant la garde des poules ou tout règlement remplaçant ou amendant le dit règlement à leur
et à leur attribuer à cette fin les pouvoirs conférés à ce titre en vertu du dit règlement, incluant le pouvoir d'émettre des constats d'infraction. Les personnes concernées sont M. Benoît Larivière, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Mme Marilyn Desroches, directrice adjointe du service, M. Jonathan Montalva, conseiller professionnel en urbanisme au service, Mme Sarah Tremblay, conseillère en environnement au service de l'aménagement également, Mme Marion Robles, inspectrice municipale au service, Mme Sarah Tomasini, inspectrice municipale au SAT, Mme Vanessa Latour, préposée au permis au SAT également, Mme Flavie Bonin-Martin, préposée à la réglementation volet environnement au SAT, Mme Francesca Corneli, préposée à la réglementation volet urbanisme au SAT. J'appuie. Mme Mini appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bien, oui. Excellent. Le point numéro 27, octroi du contrat ING 18 P09A01 concernant notre fameux centre aquatique, M. Tourneau. Bon, on est arrivé à la prochaine phase du projet pour l'ingénierie détaillée. Bon, je propose que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission du groupe Leclerc Architecture et Design Inc. au montant de 558 209 $, incluant les taxes, dans le cadre du contrat ING 18-P09-A01 relatif à des services professionnels regroupés concernant la réfection du centre aquatique, lequel a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. Que la dépense décrite au bon de commande SI 20-30 au montant de 348 374 $, incluant les taxes pour les items 1 à 4 du bordereau de soumission, soit payable à même le poste budgétaire 55 992 17-007, surplus affecté projet d'investissement, et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que la dépense au montant de 209 835 $, incluant les taxes concernant la portion du contrôle relative aux items 5 à 8 du bordereau de soumission, est conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement numéro 1298 concernant des travaux de réfection et d'agrandissement du centre aquatique. Que la firme Groupe Leclerc Architecture et Design Inc. est autorisée à soumettre pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire toute demande d'autorisation et ou d'approbation auprès des différents paliers gouvernementaux, tels que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Pêche et Océan Canada, ainsi que tout autre ministère et la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, et qu'elle soit habilitée à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à ces demandes d'autorisation. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Jean Lancio, directeur du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 23 juillet 2020. Que le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence, le greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. J'appuie. Je vais peut-être faire quelque chose Mais Sylvain, c'est bien correct. Oui, OK, M. Hull, mais juste avant d'appuyer, je vais faire quelque chose qui est contre-intuitif. Je vais demander le vote, puis je vais m'exprimer, puis je vais voter pour, vous allez voir. Là. Mais je veux quand même que ça soit écrit au procès-verbal, ma réflexion. Ma réflexion au sujet de la réflexion du centre aquatique. Lors de la démarche, il y a l'idée de mettre de côté l'approbation pour une certification LEED qui a été mise de côté. Cependant, il a été déterminé avec les conseillers de s'assurer de mettre des mesures pour des économies d'énergie, pour avoir des matériaux plus isolants, etc. Donc, moi, je veux juste demander le vote, mais pour que dans le procès-verbal, ce soit écrit que l'appareil administratif aille vers, peut-être pas une certification, mais vers l'intégration soit de matériaux ou de modèles énergétiques pour notre piscine. Donc, je demande le vote, tout simplement.
Donc, je vais voter pour, mais tout le monde va voter pour, j'imagine, mais pour. Je vais y aller dans l'ordre où je vois les élus sur l'écran. Monsieur Hull. Pour. Monsieur Toner. Pour. Madame Minier. Pour. Monsieur Brault. Pour. Et Monsieur Grenon-Gilbert. Pour. Excellent. Si ça vous va, on pourrait aller avec... Est-ce qu'il y avait des interventions? Sinon, on va aller au point 28. Donc, allons avec le point 28. Octroi du contrat concernant les services d'impression. Monsieur Tourner. Oups, on vous entend. On vous entend pas. Bon, je recommence. Je propose que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de l'imprimerie Masca Inc. au montant de 32 121 $, incluant les taxes relativement au service d'impression dans le cadre du contrat SCC 20-01 étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Julie Benjamin, directrice des services aux citoyens et communications, contenue dans son rapport en date du 23 juillet 2020. Que la dépense décrite au bon de commande CC 20-7 au montant de 19 742 $ et 38 sous, incluant les taxes pour l'année 2020, soit payable à même le poste budgétaire 02 192 00 343 pour un montant de 7 236 $ à même le poste budgétaire 02 795 91 343 pour un montant de 66 $ 69 sous et à même le poste budgétaire 02 192 00 341 pour un montant de 12 439 $ et 38 sous et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquels la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente. Prendre la cuillère. J'appuie. Madame Minier appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Donc, le point numéro 29, même chose, mais concernant un octroi de contrat pour les services de graphisme, M. Tourner. Bon, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de IG Agence Créative Incorporée au montant de 31 388 $, incluant les taxes relativement au service de graphisme dans le cadre du contrat SCC 20-02, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au du contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Julie Benjamin, directrice des services aux citoyens et communications contenue dans son rapport en date du 23 juillet 2020, que la dépense décrite au bon de commande CC 20-6 au montant de 19 547 $ et 73 sous, incluant les taxes pour l'année 2020, soit payable à même le poste budgétaire 02 192 00 343 pour un montant de 15 063 $ et 70 sous, à même le poste budgétaire 02 795 91 343 pour un montant de 1034 $ et 78 sous, et à même le poste budgétaire 02 192 00 341 pour un montant de 3 449 $ et 25 sous, et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoints soient et sont autorisés à signer tout document effet à la présente. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Donc, ceci met fin à notre séance. Il y a les questions de l'assistance, la deuxième période. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans notre mail. Monsieur Saint-Onge. Donc, oui, nous avons quelques questions. Une première question de Mme Julie Jaudoin. Alors, bonsoir. Pouvez-vous nous assurer et nous répondre que vous garderez les questions virtuelles lors des reprises des séances publiques? Parfait pour notre vie familiale. Merci.
Je ne peux pas vous l'assurer, je ne suis qu'un simple conseiller, mais je peux vous parler de la part des conseillers. On a déjà eu la discussion, puis on trouve ça génial, l'idée de poser des questions en ligne. C'est pas tout le monde qui a nécessairement le temps de se déplacer, et non seulement de se déplacer, mais d'avoir le temps, tout simplement. Ça permet aux gens qui ont des familles, aux jeunes, moins jeunes, plus vieux, etc., de pouvoir avoir accès à ces questions-là. Je pense que vous avez un ajout à faire, M. Saint-Onge. Oui, je tiens à préciser que tous les outils en place sont capables de pouvoir faire les volets. Maintenant, on va juste regarder au niveau plus de la procédure, à quel moment la période de questions virtuelles pourrait être faite, comment l'ajouter peut-être même à notre réglementation. Donc, il y aura des discussions avec le service du greffe pour l'apporter. Mais disons que tous les outils sont acquis pour le moment, sont achetés, donc on est capable, avec les licences, de pouvoir continuer ce processus-là par la suite. Je sais que le Conseil en sont très favorables pour le moment, mais c'est plus la mise en place et le côté légal par la suite qu'on va planifier, puis on va s'assurer de pouvoir continuer à offrir le service là, à Mme Jaudoin et les citoyens qui en profitent. Génial. Puis s'il y a quelque chose que le COVID a rapporté, c'est peut-être ce coup de pied-là que plusieurs organisations avaient besoin pour faire le switch vers le télétravail et vers la technologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Saint-Onge? Bien sûr. Question de M. Pierre Nou. Concernant le dossier du 799 Chemin de la Montagne, voulant qu'il n'y ait plus de culture agricole à cet endroit, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que Sylvain, tu veux le faire ou sinon je peux le dire? Il s'agit du jardin d'Éden. Derrière la propriété, il y a une petite portion de terrain qui était dans l'agricole et qui avait été omis ou oublié à l'époque, c'est bien ça. Ouais, je pense que c'est tout simplement ça. Fait que finalement, ça allait de soi de le remettre vers le résidentiel au lieu de l'agricole. Il y a un échange de portions de terrain. Ouais, ça régale. Il y a un échange qui était zoné, je ne sais pas si c'est résidentiel ou quoi. Il y a un autre bout qui était agricole, c'est juste de faire un échange. Oui, c'est vrai, ça me revient. Puis ça vaudrait la peine d'avoir l'image là-dessus. C'est une image vaut 1000 mots là, pour nous aider. Peut-être, M. Saint-Onge, quelque chose? Oui, je pourrais préciser. Dans le fond, c'est ce que M. Toner précisait. C'est un échange de terrain entre la partie résidentielle et agricole. Et aussi, ça viendra régulariser l'accès à la terre agricole en arrière-lot du lot distinct de la propriété. Donc, il pourra avoir, selon le règlement, un 10 mètres façade sur rue qui va donner accès à la terre agricole derrière pour l'usage ferme qui en est. On parle de combien de mètres carrés? Hein? C'est 530 ou 532 environ, si j'ai bonne mémoire. Vous me corrigerez s'il y a quelques mètres d'écart. Excellent. Est-ce qu'il y a des conseillers qui aimeraient ajouter quelque chose? Ça va. Autre question, M. Saint-Onge? Oui, deux autres questions de M. Jacques Morneau. Alors, première question, quelle est la stratégie du conseil municipal pour faire avancer le dossier de la zone A16? Présentement, le dossier, vous avez vu, au mois de juin, le conseil de ville s'en va en appel. Il y a toute une stratégie derrière ça. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus à ce moment-ci, mais ça va faire partie des discussions dans les prochains pléniers. Prochaine question de M. Jacques Morneau. Pourquoi le conseil municipal ne veut pas que la rénovation du centre aquatique atteigne la qualification LEED, considérant que les municipalités devraient faire tous les efforts possibles pour diminuer les GES? Vous allez me permettre de répondre, celle-là. Si tu permets, Émile, tu pourras rajouter à la fin. Allez-y. Il y avait trois raisons qu'on a dont exclu ça. Premièrement, c'était les coûts d'ingénierie, c'était au-dessus de 100 000 juste pour ajouter l'élément LEED. C'était une option qui avait été proposée. Puis on considère qu'on parle d'à peu près presque 20% plus cher juste une ingénierie. Mais il y avait aussi deux autres éléments importants. Un autre, c'est que là, on fait de la réfection, ce n'est pas de la reconstruction, on n'est pas dans du neuf, dans le sens qu'on n'est pas dans du greenfield ou dans un champ en train de construire une bâtisse complètement neuve dans une zone blanche à quelque part. C'est vraiment dans l'existant qu'on rebâtit. Troisièmement, c'est que du LEED, ça rajoute quand même, ça peut rajouter 20% au coût des travaux. Puis le budget était quand même assez limité. Ça aurait été très difficile de rentrer dans les coûts du projet. Par contre, ce que M. Grenon-Gilbert a souligné tantôt,
il y a une grande volonté du Conseil de faire des choix judicieux dans la sélection des matériaux, de la façon de la conception du bâtiment. Donc, au départ, là, on octroie le mandat en ce moment. Au départ, on va quand même communiquer nos préférences en termes énergétiques, écologiques, tous ces principes-là aux ingénieurs et aux architectes pour qu'ils puissent tenir ces principes-là en considération lors des travaux. Merci, merci pour l'ajout. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui aimeraient interagir? Juste un mot, on veut avoir la tendance libre, mais pas nécessairement la certification. Donc, on veut proposer des choses qui vont être libres, mais pas nécessairement la certification qui s'y rattache. Exactement. Puis, si vous pouvez me permettre, moi, dans le fond, c'était plus l'aspect temporel. C'est pas nécessairement les coûts qui me faisaient chavirer d'un bord ou de l'autre, parce que sinon, j'aurais voté contre si ce n'était que de cela. Cependant, je crois qu'on a tout intérêt en tant que municipalité à donner la direction puis le kick-off vers un bâtiment économique en énergie, économie en eau. Il y a beaucoup de subventions concernant le HVAC, là, tout ce qui est la ventilation, tout ce qui est plomberie aussi. Il y a des subventions qui sont octroyées aux municipalités quand on met une plus-value environnementale aux différents projets. Donc, le pourquoi que j'ai demandé le vote, c'est que ça soit inscrit au procès-verbal puis qu'on donne cette direction-là à l'administration et à notre service d'ingénierie qui a été embauché, le groupe Leclerc, là, pour qu'il rajoute ou qu'il intègre ces aspects-là à notre piscine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Saint-Onge? C'est complet, M. le maire suppléant. Ben, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à tous d'avoir été parmi nous. Bonne fin de vacances pour eux autres qui sont toujours en vacances. Puis pour les autres, ben, bon travail tous. On se revoit pour le mois prochain, le prochain lundi, premier lundi du mois de septembre. Merci à tous pour vos questions. C'est important, la démocratie municipale. Donc, à tous et à tous, bonne soirée. Merci les conseillers. Ça prendrait un proposeur, un appuyeur pour lever la séance. Je propose. J'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord à la fin? Ah oui. Oui, monsieur, bien sûr. Un bien sûr de M. Brault. Excellent. Donc, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Bye.